Je l'indiquais en titre, nous accueillons dans le cadre de cette édition de Présidence Actu le ministre Paul Atangandji, ministre en charge de l'administration territoriale, depuis le 2 mars dernier, à la faveur d'un décret signé par le président de la République. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Yves-Mac. Nous sommes très heureux de vous avoir dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. C'est le lancement officiel du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président de la République qui nous sert de prétexte pour venir à votre rencontre. Mais au-delà de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, nous allons plus globalement évoquer l'actualité au sein de votre département ministériel depuis que vous êtes à sa tête et d'autres questions liées à la situation sociopolitique dans notre pays. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par une question d'actualité. Vous revenez d'une conférence internationale qui s'est tenue en Israël, une conférence internationale qui portait sur le terrorisme. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de cette conférence, monsieur le ministre? Je vous remercie de mettre l'accent sur cette question. Il s'agit d'une conférence internationale tenue à Jérusalem du 12 au 14 juin, axée sur le terrorisme. Et ce qui est important, c'est que lorsque les débats ont été ouverts, tous les participants ont été unanimes qu'il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Vous savez, le terrorisme, c'est une nébuleuse qui a beaucoup de ramifications. Et ce que j'ai encore trouvé intéressant, c'est que les participants sont revenus régulièrement à une déclaration historique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il disait devant les diplomates à Yaoundé que le terrorisme est une menace globale. Et à menace globale, il faut une riposte globale. La secrétaire américaine chargée de Homeland Affairs, de l'Intérieur, a même dit qu'on ne peut pas combattre le terrorisme de manière isolée. Elle a dit qu'il faut une synergie entre les États pour combattre le terrorisme et neutraliser les sponsors du terrorisme. Et dans la déclaration finale, les participants sont allés loin, c'est-à-dire l'Amérique, l'Allemagne, l'Union européenne, plusieurs pays. Il a été clairement stipulé que rien ne peut justifier les actes de terrorisme et qu'il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Et puis, ils ont parlé de l'incitation à la haine, l'incitation aux actes de terrorisme dans la déclaration finale, et puis le terrorisme dans les réseaux sociaux. Les participants ont constaté avec regret et amertume que malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire c'est une boutique, n'est-ce pas, un laboratoire par excellence, où les actes terroristes sont planifiés et mis en exécution, où on recrute même les terroristes. Donc, je crois que c'était une conférence vraiment très importante, et j'y suis allé sur des très hautes instructions du chef de l'État, qu'il a pensé que le ministre de l'Administration territoriale devait participer à cette conférence pour amener quelque chose. Donc, pour me résumer, c'est le monde entier qui condamne le terrorisme, et c'est ça la déclaration finale de cette conférence internationale tenue à Jérusalem. Revenons au Cameroun, monsieur le ministre, revenons précisément à vous. Vous êtes originaire de la région du Nord-Ouest, du département de la Mézam. Le discours ambiant tend à présenter les originaires des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest comme des personnes, des citoyens camerounais marginalisés. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que cette prétendue marginalisation des anglophones est une thèse abracadabrantesque, dont elle est boiteuse. Elle ne tient sur rien du tout. Vous savez, si vous avez le temps de consulter les journaux, ce n'est pas la première fois que des groupuscules se lèvent pour dire que les anglophones sont marginalisés, ils sont maltraités au Cameroun. Mais ma réplique a été toujours la même. Moi, je leur ai dit, statistiques à l'appui, d'abord, je l'ai dit il y a 25 ans. Parce que les gens ont tendance à penser que ces agitations ont commencé aujourd'hui. Non, je peux dire qu'en 1993, le chef d'État a reçu le 30 septembre 1993 une délégation de la région du Nord-Ouest qui venait dire au chef de l'État que les anglophones n'ont mandaté personne pour revendiquer leurs droits.
à quelque niveau que ce soit, que le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. Et que les anglophones, je peux même dire, le mot anglophone, je ne l'aime pas, parce qu'il s'agit des Camerounais qui s'expriment en anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, on parle anglophone. Non, je crois que sincèrement, mais on s'exprime en anglais. Mais il ne faut pas forcément être de la région du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest pour être anglophone. C'est ça le débat aujourd'hui. Donc j'ai toujours dit que le chef de l'État a donné aux anglophones un traitement préférentiel depuis 1982. Donc nous avons eu beaucoup de postes de responsabilité, 25 ans de primature, ainsi de suite. Donc nous avons énuméré. Donc déjà en 1993, et si vous allez dans les archives de Cameroun Tribune, vous allez voir ce que j'avais déclaré. Que les anglophones doivent plutôt dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il nous a donné. Et vous êtes d'ailleurs revenu à la charge 10 années plus tard, en 2003. En 2003, exactement. Alors, en 2003, j'avais carrément, c'était le titre de Cameroun Tribune. Au Cameroun, les anglophones ne sont pas marginalisés par la Tangan-Djipol. Mais qu'est-ce que je prends la peine d'expliquer aux gens? Vous ne pouvez pas parler de marginalisation dans un contexte où vous contrôlez plus de 40% des postes dans l'administration centrale. Alors, je leur ai dit. Et puis, à chaque fois que les hommes honnêtes lisent mes publications, ils reviennent vers moi pour dire, vraiment, on n'était pas au courant, bon, les gens veulent nous induire en erreur. Non, je leur dis non. Et je leur ai toujours dit, l'histoire est têtue. Le chef de l'État arrive au pouvoir en 1982. Sa première visite officielle était à Bamenda en 1983. Le 9 février 1983, le chef de l'État était à Bamenda et il s'est exprimé en anglais. Et c'était déjà un message fort pour reconnaître les deux langues officielles du Cameroun. Et le chef de l'État dit, Bamenda is my second home. On a même introduit le chef de l'État, le fonds des fonds. Nous étions en 1983. En 1984, le chef de l'État est revenu à Bamenda. Le 27 octobre pour le comice agropastoral. En 1985, le chef de l'État est venu à Bamenda pour la création, enfin pour le congrès de l'UNC qui a débouché sur le RDPC. Le RDPC. Alors vous voyez donc, en 1983, le chef de l'État est à Bamenda. En 1984, le chef de l'État est à Bamenda. En 1985, le chef de l'État est à Bamenda. Et je dirais même que lors de la célébration du cinquantenaire de l'armée, le chef de l'État a amené cette célébration importante à Bamenda. Ça voudrait tout simplement dire, à chaque fois quand il y a un agenda politique important, le chef de l'État choisit soit la région du Nord-Ouest, soit la région du Sud-Ouest. Vous savez le débat autour des célébrations des cinquantenaires de la réunification. Bon, il y a un courant de pensée qui disait que les accords de Fumban étaient à Fumban, 1960, que c'était logiquement normal d'aller célébrer à Fumban. Mais le chef de l'État, dans un discours officiel, a dit que la réunification, les cinquantenaires de la réunification, sera célébrée à Boya. Il est allé à Boya. Donc, vous savez, donc je peux même dire que, vous savez, le chef de l'État, dès 1982, a signé un contrat social avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous avez commencé par indiquer quelques statistiques. Oui. On voudrait aller plus loin. Que représente la population des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans l'administration et quel est le pourcentage en termes de postes de responsabilité que ses compatriotes occupent? Je voudrais dire sincèrement, vous regardez les populations du Nord et du Sud-Ouest, dans l'ensemble de notre population, ça représente 15 à 16%. C'est ça la population. Et le Nord-Ouest et le Sud-Est géographiquement couvrent 6,5% du territoire national. C'est ça la réalité. Alors, le poids politique également des deux régions, c'est entre 16 et 19% maximum. Vous prenez les résultats de toutes les consultations électorales. Mais le paradoxe est que quand vous regardez les postes de responsabilité, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest réunis ont toujours occupé entre 38 à 40% de tous les postes de responsabilité. C'est les statistiques qui sont officielles. Vous pouvez les consulter. Alors donc, si vous dites par exemple que les anglophones sont marginalisés parce qu'ils ne sont pas nommés, vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de tromper les gens. C'est ça la réalité, c'est ce que je leur dis. Et puis, c'est ça, les statistiques sont là. Et puis, bon, moi je dis, vous regardez, je vous donnerai d'autres circonstances. Il y a au Cameroun, vous savez, depuis 1982, il y a eu 4 banques privées au Cameroun, 4 banques. Et toutes les banques commerciales doivent avoir le visa de la présidence de la République. Alors, le paradoxe est que sur les 4 banques privées au Cameroun, depuis 1982, il n'y a qu'une seule banque qui appartient à un Camerounais d'origine francophone, la CCI. La CCI, qui est Afriland, de Dr Fokam Kamoni.
Moi, modestement, je suis le fondateur, le fondateur de la Highland Corporation Bank. C'est une banque agréée et admise en compensation à la Banque centrale. Je suis originaire de Bamenda. Amity Bank a été créé par Tacha Lawrence. Il est originaire du département de Kumbo. Aujourd'hui, c'est Atlantic Bank. La National Financial Credit a été créée par M. Awanga, qui est originaire du département de Momo. Donc, dans un contexte où il n'y a que 4 banques privées, depuis l'indépendance, il y a 3 banques qui appartiennent aux anglophones, aux promoteurs anglophones. Ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de vous exercer au Cameroun. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas parler de marginalisation alors que les faveurs, vous pouvez, pour créer une banque commerciale, vous pouvez même avoir le capital social, mais on ne vous donne pas l'agrément. Et les agréments sont validés par la présidence de la République. Donc voilà autant de preuves pour dire qu'effectivement, le chef de l'État a donné aux anglophones plus qu'il en fallait. C'est ça la réalité aujourd'hui. Venons-en, Monsieur le ministre Paul Atangandji, à ce plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président de la République, le président Biya. Comment l'avez-vous acquis? Vous savez, le plan d'urgence, le plan d'assistance humanitaire d'urgence, c'est un plan formidable. En quoi? C'est-à-dire, c'est une réponse aux défis sécuritaires dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Et c'est un plan bien étudié. Il a été présenté au public par le premier ministre chef du gouvernement et il a défini les axes majeurs. Assistance aux personnes en détresse, donc assistance matérielle, financière, sanitaire, la reconstruction des biens détruits par les terroristes et puis l'aide aux agriculteurs. Voilà les grands axes. Et il y a 17 ministères qui sont concernés par l'exécution du plan. Donc, vous savez, c'est une fois de plus. Et puis, il faudrait savoir que c'est un plan qui vient comme les autres plans et que le chef de l'État a mis en place à chaque fois qu'il y avait des défis sécuritaires ou humanitaires qui concernaient notre pays. Il a fait dans les régions... de l'extrême nord, vous savez, oui, exactement. Mais l'assistance, la catastrophe de Sam, le chef de l'État, il est rentré d'un voyage officiel, il allait directement ensemble pour regarder ce qui se passait. Il a apporté, n'est-ce pas, le soutien aux personnes en détresse. Il a fait à Boya. À Boya, exactement. Du Mont Cameroun. À Guirvidic, lors des inondations, à chaque fois que les Camerounais étaient confrontés à des catastrophes ou à des misères. Parce qu'il faut le dire, les terroristes nous ont plongés dans cette situation. Donc le chef de l'État a demandé qu'on fasse, n'est-ce pas, le point de la situation. Et sur la base de ce plan qui a été remis au chef de l'État, lui-même a décidé de mettre sur pied ce plan d'action urgent et puis, bon, qui va pratiquement se dérouler dans les jours à venir. Vous allez nous dérouler précisément le chronogramme dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur la communication spéciale du Premier ministre chef du gouvernement mercredi dernier lors de la présentation de ce plan humanitaire d'urgence décidé par le président de la République. C'est avec Jean-Pierre Ndjana. Au commencement étaient les revendications des enseignants et des avocats du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans sa posture de père de la nation à l'écoute de tous ses enfants, le chef de l'État a jugé ces revendications pertinentes pour la plupart et instruit que des réponses probantes y soient apportées. Pendant que les pouvoirs publics s'attelaient à mettre en œuvre les instructions présidentielles, des extrémistes de la diaspora et leurs relais internes ont au fait de substituer aux revendications corporatistes un projet sécessionniste. En plus des appels à la violence et à la haine, ces extrémistes sont passés aux actes en perpétrant de nombreux crimes et exactions dans cette partie du pays. On a ainsi pu recenser des attaques contre des établissements scolaires, des édifices administratifs et de sécurité, des voies de communication. Plus grave et plus audacieuse encore, il y a eu de nombreuses atteintes à la vie des éléments de nos forces de défense et de sécurité. Au 11 juin 2018, nous avons enregistré 123 attaques contre les forces de sécurité ayant entraîné 84 décès, dont 32 militaires, 42 gendarmes, 7 fonctionnaires de police, des personnels de l'administration pénitentiaire et un éco-garde.
Ce bilan a d'ailleurs été revu à la hausse le jour même du lancement du plan présidentiel d'assistance humanitaire d'urgence. La folie meurtrière de ce qui est convenu d'appeler les terroristes n'a pas épargné les autorités administratives et traditionnelles. Première victime, le sous-préfet de Batibo dans le nord-ouest, enlevé et assassiné le 11 février 2018. Pour ce qui est des populations civiles, le bilan est tout aussi lourd avec au compteur plus d'une centaine de civils tués par ces bandes armées. Pour financer leurs activités terroristes, les groupes criminels pillent et rackettent les populations. Elles subissent également des représailles qui se traduisent par des viols, des unions forcées de jeunes filles avec les terroristes, des assassinats à l'instar de celui du couple Mouzam le 16 juin 2018 dans l'arrondissement de Batibo dans le département de la Momo. Au cours des 12 derniers mois, plus d'une centaine de civils ont été tués par les bandes armées. Face à cette psychose, les populations n'ont pas eu d'autre choix que de fuir leur village pour trouver refuge, soit dans d'autres régions du Cameroun, soit au Nigeria voisin. Le décompte fait ainsi état de 75 000 personnes déplacées internes, majoritairement dans le sud-ouest, et plus de 21 000 réfugiés dans les États nigérians de Benue, Akwa Ibom, Taraba et Cross River. Devant ce drame enduré par les populations, l'État n'a pas voulu rester les bras croisés. Aussi, le président Paul Biya a-t-il décidé de la mise en place d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de ses compatriotes. En gros, il s'agit de rétablir un cadre de vie sécurisé et propice à l'épanouissement de ces populations si durement éprouvées. Et dans le détail, l'action du gouvernement va se déployer dans les domaines suivants. L'accès au logement, la fourniture de denrées alimentaires et de produits de première nécessité, les soins de santé, l'éducation, le logement, la protection et la reconstitution de documents individuels. Ces actions sont complétées par des visites d'assistance et de réconfort aux populations réfugiées au Nigeria. Un accent sera mis sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires détruites, abandonnées ou fermées. Pour favoriser la reprise des activités agro-pastorales, le gouvernement prévoit de fournir des intrants agricoles. Un volet dédié à l'assistance psychosociale viendra compléter ces mesures matérielles afin de réarmer moralement les victimes. Le plan ainsi décliné va s'exécuter sur 18 mois avec une urgence plus avérée sur les 3 premiers mois suivant son lancement. Ce programme humanitaire d'urgence va nécessiter un financement à hauteur de près de 13 milliards de francs CFA. Le dit financement sera assuré par le budget de l'État à travers 15 administrations, l'appel à la solidarité nationale entreprises et particuliers et la contribution des partenaires au développement. Il faut dire qu'avant la mise en œuvre de ce plan présidentiel, de nombreuses initiatives avaient déjà été prises, soit par les pouvoirs publics, soit par des particuliers, au nom de la solidarité et de l'hospitalité qui ont toujours caractérisé les populations camerounaises. Le dernier grand exemple en date reste leur élan spontané vis-à-vis de leurs compatriotes et surtout de nos forces de défense et de sécurité au front contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Une spontanéité qui donne tout son sens, toute sa pertinence, toute sa profondeur à la célèbre phrase du président Paul Biya, je cite, « Le Cameroun, c'est le Cameroun ». Retour à vous, Monsieur le ministre, pour la Tangandji. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence a donc été officiellement lancé mercredi dernier par le Premier ministre chef du gouvernement. Et à l'occasion, il a été collecté un peu plus de 230 millions de francs CFA. Comment justifier cet élan de solidarité? Vous savez, c'est un message fort que les Camerounais de tous bords approuvent sans réserve le plan d'urgence décidé par le chef de l'État.
savez, le chef de l'État, comme je vous le dis souvent, est la personnalité la plus renseignée du Cameroun. Et quand il met en place un plan d'urgence, ça veut dire qu'il tient compte de toutes les réalités, n'est-ce pas, qui concernent les personnes touchées par le plan d'urgence. Et voilà pourquoi le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, devait annoncer ce qui a lieu de faire. Donc, et puis, vous savez, le plan d'urgence a 3 volets. Il y a ce qui est financé. Le budget, c'est 12 milliards 700 millions. Et puis, c'est un budget qui est financé par l'État. Mais de l'autre côté, nous avons des partenaires qui fonctionnent avec nous. Précisément, on a vu des représentants des pays amis, des chefs de mission diplomatiques. Qu'est-ce qu'il faut voir à travers leur présence à cette cérémonie? Le monde est devenu un village planétaire. Donc, nous travaillons avec nos partenaires stratégiques. C'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, l'Union européenne, et les pays africains et d'autres. Donc, ils étaient là, n'est-ce pas, parce qu'ils sont concernés par le plan d'urgence. Il y a un volet national, il y a un volet international. Et puis, les Camerounais ont voulu apporter leur appui, comme ils ont fait en son temps pour les exactions, contre les exactions de Boko Haram. Vous savez, quand nous avons été frappés par les actes terroristes de Boko Haram, le chef de l'État a dit « je déclare la guerre à Boko Haram » et que Boko Haram sera éradiqué. Alors les Camerounais, pour apporter leur soutien à ce combat contre cet ennemi, sont entrés dans la danse et ils ont cotisé dans les 10 régions. Vous allez à l'extrême nord aujourd'hui, vous allez voir, les écoles ont été reconstruites, les bâtiments publics reconstruits, réfectionnés, et ainsi de suite. Donc voilà, donc à chaque fois quand le chef de l'État met en place un plan de solidarité, les Camerounais se sentent concernés parce que c'est un plan cohérent. C'est un plan qui se justifie pleinement. C'est le meilleur message possible. Et le deuxième, il faudrait le dire, le chef de l'État, il sait que le Cameroun est un pays crédible. Et puis il y a les partenaires au développement qui vont nous appuyer. Mais l'aide qui vient de nos amis ne doit en aucun cas remplacer les efforts que nous devons fournir nous-mêmes pour régler le problème. Voilà pourquoi le chef de l'État demande au Premier ministre, mets-moi en place ce plan d'action, il faut dérouler le tapis, il faut aller sur le terrain, il faut exécuter le plan d'action. Il y a comme une guerre de chiffres autour du nombre de couches de la population concernée par ce plan d'assistance humanitaire d'urgence. Combien y a-t-il de personnes déplacées ou réfugiées du fait de cette crise qu'on observe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Les chiffres qu'il faut retenir, c'est les chiffres donnés par le Premier ministre. C'est-à-dire environ 60 000 dans le sud-ouest et 8 000 dans le nord-ouest et 25 000 réfugiés au Niger, à peu près 23-25 000 francs. Voilà. Donc quand on parlait de 300 000 vous savez, réfugiés... je vous dis une fois de plus, le plan d'assistance humanitaire d'urgence est contenu dans un document que voici. Et c'est un plan qui a été bien étudié. Et le chef de l'État a eu des informations qui concernent la situation sur le terrain. Le chef de l'État a envoyé plusieurs missions, les autorités administratives ont fait des rapports. Et sur la base des rapports des autorités administratives et des missions indépendantes envoyées par le chef de l'État a donc élaboré un plan d'action que voici. Alors, les chiffres qui sont dans ce plan d'action sont des chiffres exacts. Et nous devons, n'est-ce pas, faire confiance, n'est-ce pas, à cette présentation faite par le premier chef du gouvernement. Vous êtes le président du comité ad hoc, oui, en charge donc du suivi de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, qui a été déjà officiellement lancé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Quel est le chronogramme? Alors, il y a le chronogramme d'action, c'est-à-dire, dès que le chef d'État demande au premier chef du gouvernement de présenter le plan d'action, il entre en exécution immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Ça veut dire que dans les prochains jours, nous serons sur le terrain pour exécuter le plan d'action, du moins le début. Parce qu'il est question de rencontrer les populations et leur apporter cette assistance matérielle, financière et logistique. Alors, nous serons sur le terrain. Et je peux vous dire déjà que vous regardez depuis un certain temps, le chef de l'État avait déjà donné des instructions. Vous avez eu il n'y a pas longtemps, le bataillon d'intervention rapide était sur le terrain. N'est-ce pas pour construire des maisons?
Mener des actions civiles ou militaires. Tout à fait. Donc il y a des populations qui ont bénéficié, on a construit des maisons, on a refait des maisons. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le bilan a même dispensé les cours dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ça veut dire que nous avons une armée républicaine où la police a apporté il n'y a pas longtemps l'assistance à des personnes qui étates en détresse, qui étaient en train de fuir du fait des exactions des terroristes. Il n'y a pas longtemps, la gendarmerie est entrée dans la danse pour prendre des citoyens en détresse qui ont été amenés dans le camp de la gendarmerie. La gendarmerie a préparé la nourriture, la gendarmerie a acheté des médicaments pour leur donner. Donc on voit à peu près que nos forces de défense sur le terrain sont professionnelles. Et c'est ça les instructions du chef de l'État. Mais comment ce plan va se déployer? Comment les acteurs de ce plan vont se déployer sur le terrain dans un climat de relative insécurité, monsieur le ministre? Je crois que là, vous exagérez. Vous savez, bon, bien évidemment, il y a les poches de résistance. Quelle est la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui? Je crois que la situation est sous contrôle, globalement. Je vous donne quelques chiffres. La région du nord-ouest, nous avons 34 arrondissements. 7 départements, 34 arrondissements. Aujourd'hui, il y a à peine 2 arrondissements qui sont problématiques. On peut parler de Bello et l'arrondissement de Batibo, quelque chose comme ça. Voilà les 2 sur 34. Donc les autres sont tranquilles. Et je pourrais vous dire, vous constaterez que dans certains arrondissements, vous arrivez dans l'arrondissement, dans le département de la Menchum ou de Dongamantou. Quand vous arrivez, les populations vous demandent, mais vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous êtes venu faire, pendant combien de temps vous allez mettre? Parce que les populations se sont organisées pour combattre le terrorisme. Et c'est ça le message du chef de l'État aux membres du gouvernement. Vous devez aller dans vos localités, prêcher la paix et demander aux gens de ne pas soutenir le terrorisme parce que le terrorisme ne profite à personne. Ça, c'est pour le nord-ouest. Pour le sud-ouest, quel est le pouls sécuritaire? Quelle est la situation sécuritaire? La situation aussi, globalement, je peux dire, est sous contrôle. Parce que nous avons environ 6 ou 7 arrondissements qui posent problème. Mais le chef de l'État a donné une feuille de route. Il ne m'appartient pas. Le chef de l'État, c'est le chef des armées. Et il a donné une feuille de route, n'est-ce pas, qui permet de neutraliser les terroristes et sans dégâts. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont kidnapper des gens. Ils demandent de l'argent. Quand ils savent que l'armée va venir intervenir, les populations deviennent des boucliers humains. Donc on est obligé d'étudier les interventions. Alors le chef de l'État a demandé aux forces de défense, vous devez neutraliser les terroristes, mais protéger les citoyens. Protéger les innocents, les citoyens qui sont vraiment des innocents. Donc je crois que, et puis c'est sûr, voilà pourquoi il y a des moments où nous voyons par exemple que les terroristes sont identifiés quelque part. Mais quand les forces de défense constatent qu'il y a beaucoup de populations, on est obligé de faire une intervention chirurgicale, de telle sorte que les terroristes sont neutralisés, mais les populations sont également protégées. Paul Atangandji, ministre en charge de l'administration territoriale, à combien peut-on estimer le nombre de terroristes qui opèrent actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui créent la psychose? Est-ce que c'est contenu, confiné, ou alors c'est un mouvement généralisé comme d'aucuns veulent le faire croire? Je vous dis honnêtement, nous avons affaire à des bandits de grands chemins et des terroristes. Et vous voyez ceux qui sèment la terreur dans certains... Je parle de proches de résistance parce que globalement la situation est sous contrôle. Ceux qui ont été... les wanted, comme on peut dire, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on peut compter que dans le nord-ouest, il y a environ moins de 150 personnes. Pour la plupart, c'est les repris de justice. La plupart, c'est et dans le sud-ouest, ils sont moins de 300. Et quand vous regardez, quand vous lisez bien les rapports de la police et de la gendarmerie, la plupart de ceux qui travaillent pour le compte des sécessionnistes, qui sont aussi des terroristes, ils sont plus la plupart les repris de justice. C'est ça la vérité. Alors voilà pourquoi il y a eu cette synergie. Vous regardez les images, il n'y a pas longtemps, vous avez vu qu'un innocent a été découpé en morceaux. Et il a été mis dans une marmite. Et on était en train de le préparer comme, je ne sais pas, la viande ou une sauce tomate. Voilà des atrocités. Vous avez vu qu'il y a des forces de défense, un gendarme qui a été tué et sa tête a été décapitée. Et ils ont utilisé sa tête comme le ballon. Ils étaient en train de jouer avec la tête d'un être humain. Donc c'est des atrocités qui sont inacceptables. Voilà pourquoi je crois que le message est clair. Comment dans ces conditions amener les populations à vaincre la peur, à retourner
dans les localités. Je crois que les populations ont vaincu la peur. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y a une étroite collaboration entre les populations et les forces de défense. Parce que cette population, c'est elle qui est menacée. Et puis cette population, comme on dit communément, le désordre ne profite à personne. Voilà pourquoi dans la plupart des localités aujourd'hui, les populations ont dit assez, enough is enough. Donc ils ne peuvent plus accepter le désordre. Le chef de l'État a mis en place un plan d'action humanitaire qui est largement, n'est-ce pas, approuvé par les populations. Donc je peux vous dire que c'est un plan d'action qui va se dérouler sur le terrain. Et puis, je ne vois pas ce qui peut nous empêcher de nous allons, on va régulièrement dans nos régions. Est-ce que vous êtes retourné dans le nord-ouest, votre région d'origine, depuis votre nomination, depuis votre arrivée au gouvernement, M. le ministre Atangandji? Je peux vous dire, je vous donne quelques statistiques. Et depuis décembre 2016, quand les avocats et les enseignants ont commencé à faire des réclamations et qui a dégénéré à ce que nous connaissons aujourd'hui, je suis allé à Bamenda 27 fois. Donc pratiquement, chaque semaine, je suis à Bamenda. Et parce que le chef de l'État a demandé à tous les responsables de descendre sur le terrain, discuter avec les populations, éduquer les populations, pour que les populations ne soient pas manipulées par des terroristes. Et le Premier ministre est allé à Bamenda, il est allé dans la région du Nord 6 fois. Et à chaque fois que le Premier ministre arrive, le Premier ministre a fait le tour des départements pour expliquer aux gens que le fédéralisme a échoué. Et nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Et c'est ça la logique. Le Premier ministre a engagé un dialogue voulu par le chef de l'État. Il a discuté avec les élites. Il a discuté avec les chefs traditionnels. Il a discuté avec les enseignants. Il a discuté avec les syndicats. Mais quand j'ai été nommé, le chef de l'État m'a demandé de descendre sur le terrain pour discuter avec les gens. J'ai discuté avec les chefs traditionnels, avec les enseignants. Je leur ai même donné l'arbre de la paix, que c'est l'arbre de la paix du chef de l'État. Le chef de l'État est un homme qui veut la paix. Et le chef de l'État va défendre cette paix si chèrement acquise. On a du mal à comprendre justement, Monsieur le ministre, on parle de dialogue inclusif. Le chef de l'État n'a eu de cesse d'avoir la main tendue, d'avoir le sens de l'écoute, d'avoir une posture de quête incessable de solutions au profit de ses compatriotes, de ces deux régions, mais plus globalement de l'ensemble du pays. Mais il y en a qui persistent à parler, à rechercher le dialogue. De quel dialogue parle-t-on finalement? Mais je crois que le chef de l'État est le président de la République et il a un mandat du peuple. Lors de son discours de fin de l'année, le chef de l'État a parlé du dialogue dans un cadre institutionnel. Je crois qu'il a été très clair. Le dialogue dans un cadre institutionnel. Ça veut dire que nous sommes ouverts au dialogue. Mais quand le Premier ministre était à Bamenda, quand il est allé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il a discuté avec tout le monde. C'est ça le dialogue. Parce que quand le Premier ministre descend sur le terrain, il discute avec les populations, avec les groupes sociaux, avec tout le monde, les syndicats, les enseignants, et puis ils font des rapports. Quand le chef du gouvernement arrive à Yaoundé, il fait une présentation au chef de l'État qui apprécie. Et voilà pourquoi la plupart des revendications des avocats et des enseignants ont été satisfaits. Je dirais même que le chef de l'État est allé au-delà de ce que réclamaient les avocats et les enseignants. Les preuves sont là. Alors c'est ça le dialogue. Mais vous ne pouvez pas me dire, Yves-Marc, qu'un homme qui a tué les gendarmes, poignarder les enfants qui vont à l'école, les terroristes qui ont violé des jeunes filles. Vous allez dans la région du Nord-Ouest, il y a plus de 1500 filles qui sont les grossesses précoces, les filles de 12 à 17 ans. Et c'est ça le travail des terroristes. Dans les deux régions, il y a plus de 1000 filles qui ont été violées. C'est-à-dire les terroristes, ils arrivent dans une école, ils vont là où il y a les filles, ils prennent les filles. Ils font même les mariages forcés. Les filles de 15, 18 ans. Vous regardez dans la région du Sud-Ouest aujourd'hui, ils sont en train de recruter les enfants de 12 ans qui sont drogués pour des atrocités. Alors, vous ne pouvez pas demander un état de dialogue avec ceux-là. Ce n'est pas possible. Et puis, cette confusion, les gens veulent mettre, n'est-ce pas, mais ça, un gouvernement responsable au même pied d'égalité que des terroristes. Non.
Ça, il faut le dire clairement, le chef de l'État a parlé du dialogue dans un cadre institutionnel. Et ça veut dire que moi, je reçois les bonnes volontés qui viennent me voir. Et vous arrivez de le faire? Régulièrement, il y a des sessionnistes, il y a un qui était chez moi il n'y a pas longtemps, on lui a dit qu'il y avait, s'il arrivait au ministère de l'administration territoriale, il serait interpellé. Et j'ai demandé qu'il vienne, il est venu, je l'ai reçu, il a discuté avec moi. Et quand il est parti de mon bureau, depuis 2 mois, il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement. Donc le message est clair. Donc, il y a un plan d'urgence humanitaire approuvé. Nous demandons à ceux qui sont encore dans les brousses, parce que c'est une minorité, de déposer des armes. Et je profite de cette émission pour envoyer encore ce message. Pour posséder une arme au Cameroun, il faut une autorisation d'achat d'armes et une autorisation de port d'armes. Mais si vous avez une arme sans autorisation, mais vous êtes un bandit de grand chemin. Et voilà pourquoi nous avons demandé aux gens de remettre les armes aux autorités administratives. Et aujourd'hui, le bilan est éloquent. Nous avons récupéré près de 17 000 armes et des munitions. Parce que nous leur avons dit, celui qui n'a pas d'autorisation doit déposer chez le préfet, chez le sous-préfet, chez le gouverneur, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police. Et les citoyens de bonne volonté sont en train de le faire parce qu'il faut. Nous sommes dans le processus d'identification. Maintenant, ceux qui ne vont pas déposer les armes, vous leur accordez quel délai et qu'est-ce qui est susceptible? De toute façon, ceux qui ne vont pas déposer des armes, c'est dans un délai de 30 jours. Parce qu'il y aura un contrôle rigoureux. Il y aura les fouilles de maison. Si vous êtes interpellé, vous serez considéré comme un bandit de grand chemin et traité comme tel. Ça veut dire que vous êtes interpellé et on vous remet à la justice. Après exploitation, on vous remet à la justice. Le Cameroun est un état de droit. La justice va s'en occuper. Voilà. Monsieur le ministre, il faut que le message soit clair. On va observer notre seconde halte pour revenir justement sur la batterie de mesures prises par le chef de l'État et le gouvernement en rapport avec cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut remonter au mois d'octobre 2016 pour situer les origines de la situation qui depuis lors perturbe l'activité socio-économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce mois-là, en effet, certains avocats anglophones exerçant dans le ressort des cours d'appel de ces 2 régions entreprennent de battre le pavé pour exprimer des revendications liées à l'administration de la justice dans notre pays. Celles-ci portent principalement sur l'inexistence de la version anglaise du droit OHADA. Le 28 novembre 2016, soit 1 mois plus tard, le secrétaire permanent de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, est reçu au Palais de l'Unité au nom du chef de l'État par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo. Au cours de cette audience, des exemplaires de la version anglaise du traité OHADA sont officiellement remis aux autorités camerounaises. J'ai rendu compte donc au représentant du chef de l'État de ce que l'OHADA a fait le nécessaire pour que tous les actes que nous prenons, qui sont quand même des actes très importants, puisque c'est ça qui régit le monde des affaires, toutes les activités économiques, sont bien disponibles en langue anglaise. Et je viens donc de remettre la version anglaise de ces actes au secrétaire général de la présidence de la République, à la haute attention du chef de l'État. Alors qu'on croit satisfaite la principale doléance de ces hommes en robe, qui entre-temps sont entrés en grève, d'autres revendications verront le jour. C'est alors que sur instruction du président de la République, un comité ad hoc présidé par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean-Pierre Fogui, est mis en place à l'effet d'examiner et de proposer des solutions aux problèmes soulevés. Après une série de concertations tenues courant décembre 2016, le dit comité remet sa copie au Premier ministre chef du gouvernement. Déterminé à apporter des réponses plus globales aux problèmes soulevés par ses avocats, le chef de l'État va par ailleurs instruire la mise en place d'un groupe de travail chapeauté par le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, et comprenant, entre autres, les ministres de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et des finances, ainsi que le directeur général de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le mandat assigné à ce groupe de travail est clair. Suggérer toutes les mesures pouvant permettre
une meilleure administration de la justice dans notre pays de façon globale et plus spécifiquement dans les régions où les principes de la common law sont appliqués. Élaborer et de lui soumettre un projet de loi modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême pour y intégrer la section de la common law. Par ailleurs, le président de la République a instruit d'un recensement des magistrats d'expression anglaise en vue d'augmenter les effectifs des magistrats anglophones au sein de la haute juridiction. Le président de la République a ordonné une nouvelle évaluation sur la maîtrise de la common law par les magistrats en service dans les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et du droit romano-germanique dans les ressorts des autres cours d'appel. Sur la base de cette seconde évaluation, le président de la République procédera au redéploiement des magistrats en tenant compte de leur maîtrise de la langue officielle la plus usitée. La création d'une faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Buea, la création des départements de English Law dans les universités de Douala, Maroua, Ngaoundéré et Tian, la création d'une section de la Common Law à l'ENAM, le chef de l'État a prescrit d'organiser un recrutement spécial des auditeurs de justice et élèves greffiers anglophones sur une période de 4 ans après évaluation des besoins en ressources humaines dans les juridictions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La même attention du chef de l'État sera accordée aux doléances des enseignants qui, entre-temps, sont eux aussi entrés en grève. Diverses concertations entre gouvernement et syndicats des enseignants sont organisées à Yaoundé et Bamenda sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement. Des concertations qui vont amener les pouvoirs publics à accéder à la quasi-totalité des revendications exprimées par les grévistes. Parallèlement à cela, le président Biya ordonne la dotation d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour renforcer le système éducatif anglophone, un recrutement spécial de 1000 jeunes enseignants dotés d'une parfaite maîtrise de la langue anglaise et l'affectation dans les établissements anglophones d'enseignants dont la première langue est l'anglais, en veillant toutefois au respect des principes de l'intégration nationale. S'adressant à la nation le 31 décembre 2016, le président de la République va réitérer sa disponibilité à rester à l'écoute de ses compatriotes et sa volonté à aller plus loin pour consolider notre vivre ensemble. Que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables aux problèmes. Les voix qui se sont exprimées ont été toutes entendues. Elles ont, dans bien des cas, soulevé des questions de fond que l'on ne saurait négliger. J'ai instruit le gouvernement d'engager un dialogue franc avec les différentes parties concernées pour trouver des réponses appropriées aux questions posées. Je les invite à participer sans préjugés aux différentes discussions. Joignant le geste à la parole, le président Biya va le 23 janvier 2017 signer le décret portant création, organisation et fonctionnement de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, dans l'optique de maintenir la paix, de consolider l'unité nationale du pays et de renforcer la pratique quotidienne du vivre ensemble de ces populations. Ce décret sera complété par 3 autres signés ceux-là le 15 mars dernier par le chef de l'État. Cette série de décrets porte cette fois nomination du président, du vice-président et des membres de cette commission. Dans ces conditions, peut-on valablement mettre en doute la main tendue du chef de l'État, sa disponibilité au dialogue et sa détermination à faire du Cameroun un pays où l'ensemble des fils se sentent fiers d'appartenir à une même nation. Monsieur le ministre Paul Atangandji,
L'un des axes de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence prévoit la reconstitution des pièces, des documents officiels, des pièces d'état civil pour ceux qui les ont perdus. Comment cela va se passer? C'est important de revenir sur ça parce que le Premier ministre a clairement parlé de ça dans son discours. Vous savez, les terroristes, ils ont brûlé les mairies, les préfectures, où il y avait des archives, des actes de naissance. Mais je crois qu'il y a un cadre légal pour ces cas de figure-là. Ça veut donc dire que, bon, je veux dire comme ça, au Cameroun, les gens sont nés ici, ils ne sont pas à Jupiter ou à Mars ou à Neptune. Donc ça veut dire que chaque personne, même celui qui a perdu l'acte de naissance, a au moins la famille. Il y a les membres de la famille qui peuvent l'aider à reconstituer les pièces officielles. Donc il n'y aura pas de problème. Je crois que le Premier ministre est revenu sur ça parce que c'est une préoccupation majeure. Donc les gens qui sont victimes de ces exactions, il y a un cadre légal qui permet à chacun de reconstituer ces pièces. Les actes de naissance, les cartes d'identité, même les diplômes qui ont été brûlés du fait de ces actes de vandalisme. Dans le cadre des opérations menées en rapport avec cette situation, il y a des personnes qui ont été arrêtées sur le plan national et d'autres sur le plan international à l'étranger, qui ont été extradées au Cameroun. Quelles sont devenues ces personnes, Monsieur le ministre? Je ne sais pas pourquoi tout le temps les gens reviennent sur les cas des gens qui ont été extradés du Nigeria. On a même annoncé certaines de ces personnes-là comme étant décédées. Bon, vous savez, à chaque fois que je rencontre de manière fortuite certains diplomates ou les défenseurs ou les soi-disant défenseurs des droits de l'homme, ils ne font qu'évoquer que ces gens ont été extradés, ils ne font plus signe de vie, etc. Je crois quand même que le Cameroun est un pays responsable et nous avons un système judiciaire crédible. Parce qu'il il faut regarder comment évoluent les choses. Lorsque les gens sont exploités, dès que vous êtes interpellé, c'est d'abord la gendarmerie et la police qui s'occupent des enquêtes préliminaires. Après les enquêtes préliminaires, il y a l'information judiciaire qui s'ouvre pour chaque cas. Alors, quand le juge d'instruction ou le procureur de la République ouvre l'information judiciaire, mais c'est lui maintenant qui peut donner le permis pour les visites. Parce que parfois, vous savez, parfois la détention est nécessaire pour la manifestation de la vérité. Il faut le savoir. Parfois vous êtes gardé pour vous protéger. Vous croyez que ces gens-là qui ont tué, qui ont pillé, qui ont violé, mais si on les laisse, les populations vont les lyncher. C'est ça la vérité. Les populations vont les lyncher. Donc, quand ils sont gardés par l'État, c'est pour leur propre sécurité qu'ils sont gardés. Vous savez, quand ils sont arrivés à la gendarmerie, vous avez vu ce qui se passait? Il y avait une foule de près de 1000 personnes autour de la gendarmerie. Pour en découdre avec les gens qui ont été extradés. Et chacun disait que ma maison a été brûlée, mon enfant a été violé, mon fils a été tué, ainsi de suite. Mais la gendarmerie a dû faire face, a dû user de beaucoup de tact pour calmer la population. Donc ces gens sont en détention pour leur propre sécurité. Et parce qu'il est important de le dire, les gens ne doivent pas s'interroger sur la crédibilité de la justice. La justice est crédible au Cameroun. Vous savez, au début de ces perturbations, il y a 165 qui avaient été interpellés. Alors, le chef de l'État a ordonné l'arrêt de procédure pour environ 115 personnes. Ceux-là ont été libérés. Ensuite, à la fin de l'information judiciaire, les magistrats ont libéré encore peut-être 45 personnes. Et il est resté, par exemple, 9 personnes qui ont été jugées. Et sur les 9 jugés, il y a 6 qui ont été condamnés. Alors donc, sur près de 160 personnes qui ont été interpellées depuis le début de la crise ou des perturbations, il y a eu 6 condamnations de 10 à 15 ans de prison. Alors que les crimes commis, le procureur avait requis la peine capitale. Les peines maximales en tout cas. Non, le procureur, le parquet avait requis la peine capitale. C'est ça la vérité. Parce qu'ils ont tué, ils ont poignardé, ils ont violé, ils ont commis des pires atrocités. C'est-à-dire, les terroristes du Cameroun ont fait pire que Boko Haram. Ils ont fait pire que Boko. C'est ça la vérité. Parce que je n'ai pas vu Boko Haram préparer les êtres humains dans les marmites. Boko Haram a fait des atrocités, mais je n'ai pas vu Boko Haram préparer les êtres humains découpés dans les marmites. C'est des visages que nous avons vus. Alors donc, c'est pour vous dire, honnêtement, les gens doivent être patients. Le président de la République a prouvé par le passé et que si vous avez été interpellé, parce que dans ces actes terroristes,
Il y a les commanditaires, ceux qui planifient, et il y a ceux qui sont recrutés pour exécuter les actes terroristes. Et il y a ceux qui financent. Il y a ceux qui financent et ceux qui accompagnent. Donc, si, par exemple, vous avez interpellé 150 personnes, mais les informations, c'est-à-dire d'abord l'enquête préliminaire et l'information judiciaire va établir les responsabilités de tout un chacun. Alors, pour ceux dont les charges n'auront pas été suffisamment retenues, le juge d'instruction, à la fin de l'information judiciaire, peut accorder les non-lieux. Ça veut dire qu'ils vont être libérés. Mais il y a des personnes dont... mais il faut comprendre que lorsqu'il y a des indices concordants de culpabilité qui pèsent sur certaines victimes, mais on ne peut pas demander qu'on vous accorde une liberté provisoire. C'est ça la réalité. Parce que, vous savez, il faut le dire, parce que le magistrat instructeur, il instruit à charge et à décharge. Voilà pourquoi à la fin d'une procédure judiciaire, il y a des gens qui bénéficient de non-lieu. Il y a d'autres qui sont traduits pour être jugés. Il y en a d'ailleurs qui ont été élargis, mais qu'on a retrouvés dès le lendemain. Je peux dire que parmi les 115 qui ont été élargis par le chef de l'État, il y a au moins 56 qui ont été repris dans les actes de grand banditisme. Et ça, je vous le dis. Alors, je vous donne un exemple. Lorsqu'on a libéré les 15 otages à Pigny, à côté de Santa, mais on a trouvé les bérets des gendarmes qui avaient été tués et décapités dans les effets des terroristes de Pigny. On a trouvé, par exemple, il y a eu 5 bérets des gendarmes, il y a eu 3 bérets de policiers qu'on a retrouvés dans les effets des terroristes qui avaient pris en otage pratiquement 16 personnes. Et quand l'armée est même arrivée à la gendarmerie a dialogué pendant 2 heures. Ils ont fait des tirs de sommation. Voilà ce qui est arrivé. Je crois que le ministre Issa Tchouma a expliqué. Donc les gendarmes ont fait des tirs de sommation. Que vous avez 15 personnes en otage. Il faut les libérer. Alors les terroristes ont dit non, ils ne vont pas être libérés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord tiré sur une femme, elle est décédée. Ils ont encore tiré sur un homme, il est décédé. Alors c'était pour effrayer la gendarmerie. Quand ils ont tiré sur la 3e personne, et c'est là où les gendarmes ont lancé l'assaut pour les neutraliser. Et vous voyez ce qu'on a retrouvé dans le camp. C'était un hôtel, un auberge. Ils sont venus, ils ont délogé les propriétaires. Nous avons trouvé dans ce camp, il y avait environ plus de, je crois, il y avait environ 27 Kalachnikov et 17 armes, il y avait environ 34, et plus de 2000 munitions. Et il y avait quoi? La drogue, il y avait la cocaïne, le tramadol et les drogues qui leur permettent de commettre des exactions. Voilà une preuve. Alors tu vois que nous avons une armée professionnelle, les gendarmes sont arrivés, ils ont passé 2 heures dialoguer, déposer les armes, vous serez interpellés, on va vous remettre à la justice. Ce sont d'ailleurs des unités spéciales de nos forces de défense. Exactement. Alors donc c'est pour dire, je suis revenu longuement sur cette histoire, on dit les gens ont été extradés, ils ne vivent pas. Je peux vous dire, en tant que ministre de l'Organisation, ils sont là, ils vivent, et le moment venu, quand les procédures judiciaires vont atteindre un certain niveau, bon, on va voir. Mais moi, une fois de plus, le chef d'État dit au Cameroun, la justice est indépendante. Je ne peux pas savoir ce que les juges d'instruction vont faire. Quand le moment va arriver, les gens vont aller discuter avec la justice. Si vous avez, n'est-ce pas, un membre de famille qui a tué, qui a pillé, qui a violé, en ce moment, le procureur va juger ou le juge d'instruction. Mais pour l'instant, ils sont en exploitation. Et je peux vous dire, le Cameroun est un État de droit, un État responsable. Quand le gouvernement dit qu'ils sont en vie, effectivement, ils sont en vie. Je vais même plus loin. Ils sont en vie et ils se portent bien. Parce que quand ils sont venus du Nigeria, il y en avait qui avaient, je ne sais pas, moins de 70 kilos. Mais j'ai vu un prévenu qui avait 70 kilos. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Il était à près de 100 kilos. Donc ça veut dire qu'ils vivent bien. Donc l'État prend soin d'eux. Mais quand le moment va arriver, ils vont être traduits à la justice et les instances judiciaires vont s'en occuper. Et les procès seront publics. Les procès seront publics. D'ailleurs, comme les autres, l'État n'a rien à cacher. Nous sommes un État de droit et le chef de l'État demande à tout le monde, les forces de défense et de sécurité, de respecter la loi et le droit, rien que le droit. Monsieur le ministre, 2 questions. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire un lien entre ces perturbations observées dans certaines parties des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et le calendrier électoral annoncé par le président de la République? Et une question qui est liée à celle-là est celle de savoir si dans ces conditions,
vous, en tant que ministre de l'administration territoriale, vous pensez que les élections pourront se dérouler dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest convenablement? Bon. En fin d'année, c'est le chef de l'État qui donne le tempo. En fin d'année, le chef de l'État a clairement dit que c'est une année des échéances électorales importantes. Et je peux vous dire que les élections vont se dérouler. Vous avez eu la preuve, nous avons eu les élections sénatoriales. Et j'ai fait une conférence après, ces élections se sont déroulées dans les 58 départements du Cameroun. Et je vous le dis, dans le cadre de la région du Nord-Ouest, sur 34 arrondissements, il y a à peine 2 ou 3 qui sont affectés. Et dans la région du Sud-Ouest, je peux vous dévoiler notre plan d'action sur le terrain, il y a à peine, je peux dire, un département et 6 ou 7 arrondissements qui sont affectés. Mais je dis que nous allons, n'est-ce pas, planifier le travail aujourd'hui. Il faut remettre l'autorité de l'État, il faut restaurer l'autorité de l'État. Parce que les terroristes, ils pensent qu'ils peuvent défier les autorités. Non, je crois que le Cameroun est un État de droit. Personne, et je dis d'ailleurs, il n'y a que l'État qui peut exercer la force. C'est ce que la loi dit. Et il faut savoir, parce que nous parlons des terroristes, il faut savoir que même dans les conventions internationales, il a été constaté que si le terrorisme a toujours perduré, c'est à cause de l'impunité. Ça a été clairement dit dans les instances internationales. Que l'impunité est un facteur qui aggrave les actes de terrorisme, les actes terroristes. Donc, et il faut donc comprendre, à partir de l'instant où il est constaté que l'impunité, c'est ça qui encourage les terroristes, donc c'est un message clair que les terroristes doivent répondre de leurs actes. C'est le message est clair. Je vous ai dit, je viens d'une conférence internationale à Jérusalem et à la fin, il a été clairement dit de combattre les terroristes, l'incitation à la violence, l'incitation aux actes terroristes et combattre le terrorisme dans les réseaux sociaux. Et puis c'est le monde entier qui était là-bas. Donc l'impunité, vous n'allez pas demander au Cameroun aujourd'hui, vous n'allez pas prêcher l'impunité, n'est-ce pas, en faveur, n'est-ce pas, des terroristes. C'est pas possible parce que vous savez, Guantanamo a existé pourquoi? Guantanamo a existé parce qu'il faut éloigner les terroristes. On ne peut pas dire que l'Amérique n'est pas un état de droit. L'Amérique est un état de droit. Mais quand vous êtes confronté à des actes barbares, il faut les éloigner et les remettre à la justice. Je crois que c'est ça le message. Et à vos autorités administratives, vos collaborateurs, quelles sont les consignes que vous leur donnez? Déjà, est-ce que l'ensemble des autorités administratives sont à leur poste, à l'heure qu'il est? Le rôle de l'État, c'est la protection des personnes et des biens. Et voilà pourquoi vous avez le gouverneur, vous avez les préfets, vous avez les sous-préfets et les forces de sécurité. C'est un dispositif mis en place pour protéger les populations. Et aujourd'hui, je crois que dans les régions du Nord et du Sud-Ouest, il y a les poches de résistance. Vous savez, c'est une guerre parfois asymétrique. Les terroristes, on dit qu'ils sont dans les brouses. Il y en a qui vivent parmi nous, qui sont dans une maison. Et puis ils sortent de manière isolée, ils se mettent à tirer. Ils ne sont pas, il y en a qui sont en brousse, mais il y en a qui vivent. Il y a des complicités à tous les niveaux. Il y a beaucoup de complicités, c'est ça la vérité. Il y a des complicités. Surtout en ce moment où la situation semble avoir basculé à certains endroits dans du grand banditisme. Mais vous savez, lorsqu'on kidnappe des citoyens, et on leur demande de donner 50 millions, donner 100 millions. Mais je vous dis sincèrement, l'État ne négocie pas avec les terroristes. Il n'est pas question de négocier. Il n'y aura aucune négociation avec les terroristes. Et voilà, vous savez, l'armée a fait une opération salutaire l'autre jour où un camp a été attaqué, a été libéré, un camp de terroristes, et puis on a libéré un commissaire de police, un inspecteur, et puis les fonctionnaires de SATOM et de PMUC. Alors quand nous avons rencontrer, n'est-ce pas, les responsables de ces sociétés, on leur a dit, l'État ne négocie pas avec les terroristes. Laissez-nous, nous allons prendre des dispositions nécessaires. Et ces dispositions ont été prises. Voilà, donc je dis que le message doit être clair. Donc si vous croyez que vous allez kidnapper des gens pour demander de l'argent, vous vous trompez. Ça ne va pas perdurer. Alors, la toute dernière question, monsieur le ministre, c'est celle de savoir, déjà, où sont allés les 230 ou 236 millions de francs CFA qui ont été collectés l'autre jour à l'hôtel de ville de Yaoundé. Vous les avez gardés dans votre poche, dans votre maison. Et à quoi va servir cet argent concrètement? Comment vont s'opérer les répartitions? Bon, je vous parle d'abord que le budget du plan d'urgence d'assistance humanitaire, c'est 12 milliards 700 millions. Parce que je voudrais vous dire, il faut bien comprendre que le ministre de l'administration coordonne les opérations. Donc l'aspect financier ne nous concerne pas, il faut être clair. Le ministre de l'administration territoriale... C'est pas vous qui gardez l'argent? Je ne peux pas garder l'argent.
ça sera une zone de dispersion pour moi. Vous savez, il y a 16 administrations qui sont concernées. Il y a 16 ministères qui travaillent étroitement. Nous faisons des réunions, des stratégies, et il y a des priorités, et nous travaillons sur la base de ce plan d'action mis en place par le chef de l'État. Donc le MINAD ne peut pas à la fois superviser, n'est-ce pas, l'effectivité des opérations sur le terrain et s'intéresser à l'argent. Je ne peux pas avoir ce temps, c'est ça la réalité. Donc il y a des dispositions légales, comment les fonds sont gérés en pareille situation. Je laisse à ceux-là ce volet. Moi, mon rôle en tant que ministre de l'administration, c'est de coordonner le plan d'action. C'est-à-dire il y a un plan d'action qui doit commencer, le chef de l'État veut les résultats. Le chef de l'État souhaite que les populations touchées soient assistées de manière convenable. Donc, je dois m'atteler à cette tâche-là. Vous irez au Nigeria aussi? De toutes les façons, il y a un plan d'action. Tout ce qui est dans ce plan d'action sera respecté. Et je peux vous dire, dans les jours à venir, nous serons sur le terrain. Je voulais tout simplement dire que l'aspect financier ne concerne pas le MINAD, parce que pour moi, c'est une zone de dispersion. Il y a un cadre légal de gestion. Et le cadre légal sera mis en place, et ceux qui sont chargés de ce volet-là vont gérer. Moi, mon problème, c'est de regarder que le plan est exécuté tel que prévu par le chef de l'État. C'est là où... Et puis, je peux vous dire vraiment qu'il sera exécuté pour le plus grand bien des Camerounais, et à la satisfaction du chef de l'État. C'est un plan voulu par le chef de l'État. Nous sommes des exécutants. Nous devons, n'est-ce pas, gérer ce plan à la satisfaction de tous. C'est-à-dire la communauté nationale, des personnes concernées et de la communauté internationale. Et même ceux qui sont en train de faire des dons, vous allez voir que, bon, à peine terminé, pas avec les élites du nord-ouest et sud-ouest, mais le sud demande qu'ils vont faire un geste, l'extrême nord, l'Adamawa, toutes les régions. Donc c'est important. Vraiment, c'est un message clair. Les Camerounais rejettent en bloc le terrorisme. Est-ce que les contributions sont obligatoires? Parce qu'il y a une polémique au sein de l'opinion qui tend à donner l'impression que les contributions seraient exigées à certaines catégories de personnes. Les contributions sont volontaires, je peux vous le dire. Pourquoi? C'est un plan d'action. Les langues de solidarité touchent les Camerounais. Ça veut dire que vous avez vu, dans le cas de Boko Haram, il y en a qui ont amené les régimes de plantain, les sacs de sel, il y en a qui ont donné de l'argent. L'autre jour, un homme d'affaires à l'âge d'emploi a donné 50 millions de francs. Et il y en a qui ont donné 10 millions, 20 millions, 30 millions. Alors, celui qui a 5 francs CFA, 50 francs, il va donner. Donc, ça ne peut pas être, enfin, il marque, ça ne peut pas être obligatoire. Si c'est obligatoire, ça veut dire que nous avons même tué, n'est-ce pas, la logique, l'esprit de cette élan de solidarité. Donc, je peux vous assurer que les gens le font de manière spontanée. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes, ils disent que le chef de l'État vient de faire quelque chose de merveilleux. Un plan d'action pour les nord-ouest, le sud-ouest, c'est un plan qui concerne tous les Camerounais. Voilà pourquoi les régions sont en train de se mobiliser de manière spontanée. Alors ça, je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Et c'est pour vous rassurer, pour dire que ce plan d'action sera exécuté et les élections vont se tenir comme prévu. Merci, Monsieur le Ministre, pour toutes ces assurances. Merci d'avoir trouvé du temps de venir reporter à notre connaissance, à la connaissance de nos téléspectateurs, ces informations de première main en rapport avec ce plan d'assistance humanitaire d'urgence et plus globalement encore en rapport avec le pouls de la nation. Je vous remercie. Le plaisir est le mien. Nous allons nous quitter avec quelque chose de plus gai, Monsieur le Ministre, avec ces images qui rendent compte de la cérémonie de remise des distinctions honorifiques au personnel militaire et civil de la présidence de la République. C'est un exercice auquel vous avez sacrifié il y a quelques années, pendant longtemps d'ailleurs. Cette fois, c'était placé sous la présidence, comme tous les ans d'ailleurs, placé sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, avec à ses côtés les proches collaborateurs du chef de l'État. La question et ce contrôle, globalement, je vous donne quelques chiffres. La région du Nord-Ouest, nous avons 34 arrondissements. 7 départements, 34 arrondissements. Aujourd'hui, il y a à peine 2 arrondissements qui sont problématiques. On peut parler de Bello et l'arrondissement de Batibo, quelque chose comme ça. Voilà les 2 sur 34. Donc les autres sont tranquilles. Et je pourrais vous dire, vous constaterez que dans certains arrondissements, vous arrivez dans l'arrondissement, dans le département de la Menchum ou de Dongamantou. Quand vous arrivez, les populations vous demandent
Mais vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous êtes venu faire, pendant combien de temps vous allez mettre? Parce que les populations se sont organisées pour combattre le terrorisme. Et c'était ça le message du chef de l'État aux membres du gouvernement. Vous devez aller dans vos localités, prêcher la paix et demander aux gens de ne pas soutenir le terrorisme parce que le désordre ne profite à personne. Ça, c'est pour le nord-ouest. Pour le sud-ouest, quel est le pouls sécuritaire? Quelle est la situation sécuritaire? La situation aussi, globalement, je peux dire, est sous contrôle. Parce que nous avons environ 6 ou 7 arrondissements qui posent problème. Mais le chef de l'État a donné une feuille de route. Il ne m'appartient pas. Le chef de l'État, c'est le chef des armées. Et il a donné une feuille de route, n'est-ce pas, qui permet de neutraliser les terroristes et sans dégâts. Voilà. Vous savez, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont kidnapper des gens. Ils demandent de l'argent. Quand ils savent que l'armée va venir intervenir, les populations deviennent des boucliers humains. Donc on est obligé d'étudier les interventions. Alors le chef de l'État a demandé aux forces de défense, vous devez neutraliser les terroristes, mais protéger les citoyens. Protéger les innocents, les citoyens qui sont vraiment des innocents. Donc je crois que, et puis c'est sûr, voilà pourquoi il y a des moments où nous voyons par exemple que les terroristes sont identifiés quelque part. Mais quand les forces de défense constatent qu'il y a beaucoup de populations, on est obligé de faire une intervention chirurgicale, de telle sorte que les terroristes sont neutralisés, mais les populations sont également protégées. Paul Atangandji, ministre en charge de l'administration territoriale, à combien peut-on estimer le nombre de terroristes qui opèrent actuellement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui créent la psychose? Est-ce que c'est un contenu confiné ou alors c'est un mouvement généralisé comme d'aucuns veulent le faire croire? Je vous dis honnêtement, nous avons affaire à des bandits de grands chemins et des terroristes. Et vous voyez ceux qui sèment la terreur dans certains... Je parle de proches de résistance parce que globalement la situation est sous contrôle. Ceux qui ont été... les wanted, comme on peut dire, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on peut compter que dans le nord-ouest, il y a environ moins de 150 personnes. Pour la plupart, c'est les repris de justice. La plupart, c'est et dans le sud-ouest, ils sont moins de 300. Et quand vous regardez, quand vous lisez bien les rapports de la police et de la gendarmerie, la plupart de ceux qui travaillent pour le compte des sécessionnistes, qui sont aussi des terroristes, ils sont plus la plupart les repris de justice. C'est ça la vérité. Alors voilà pourquoi il y a eu cette synergie. Vous regardez les images, il n'y a pas longtemps, vous avez vu qu'un innocent a été découpé en morceaux. Et il a été mis dans une marmite. Et on était en train de le préparer comme, je ne sais pas, la viande ou une sauce tomate. Voilà des atrocités. Vous avez vu qu'il y a des forces de défense, un gendarme qui a été tué et sa tête a été décapitée. Et ils ont utilisé sa tête comme le ballon. Ils étaient en train de jouer avec la tête d'un être humain. Donc c'est des atrocités qui sont inacceptables. Voilà pourquoi je crois que le message est clair. Comment dans ces conditions amener les populations à vaincre la peur, à retourner dans les localités? Je crois que les populations ont vaincu la peur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une étroite collaboration entre les populations et les forces de défense. Parce que cette population, c'est elle qui est menacée. Et puis cette population, comme on dit communément, le désordre ne profite à personne. Voilà pourquoi dans la plupart des localités aujourd'hui, les populations ont dit assez, enough is enough. Donc ils ne peuvent plus accepter le désordre. Le chef de l'État a mis en place un plan d'action humanitaire qui est largement, n'est-ce pas, approuvé par les populations. Donc je peux vous dire que c'est un plan d'action qui va se dérouler sur le terrain. Et puis je ne vois pas ce qui peut nous empêcher de nous allons, on va régulièrement dans nos régions. Est-ce que vous êtes retourné dans le nord-ouest, votre région d'origine, depuis votre nomination, depuis votre arrivée au gouvernement, M. le ministre Atangandji? Je peux vous dire, je vous donne quelques statistiques. Et depuis décembre 2016, quand les avocats et les enseignants ont commencé à faire des réclamations et qui a dégénéré à ce que nous connaissons aujourd'hui, je suis allé à Bamenda 27 fois. Donc pratiquement, chaque semaine, je suis à Bamenda. Et parce que le chef de l'État a demandé à tous les responsables de descendre sur le terrain, discuter avec les populations, éduquer les populations, pour que les populations ne soient pas manipulées par des terroristes. Le Premier ministre est allé à Bamenda, il est allé dans la région du Nord 6 fois, et à chaque fois que le Premier ministre arrive, le Premier ministre a fait le tour des départements pour expliquer aux gens que le fédéralisme a échoué
Et nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Et c'est ça la logique. Le Premier ministre a engagé un dialogue voulu par le chef de l'État. Il a discuté avec les élites. Il a discuté avec les chefs traditionnels. Il a discuté avec les enseignants. Il a discuté avec les syndicats. Mais quand j'ai été nommé, le chef de l'État m'a demandé de descendre sur le terrain pour discuter avec les gens. J'ai discuté avec les chefs traditionnels, avec des enseignants. Je leur ai même donné l'arbre de la paix, que c'est l'arbre de la paix du chef de l'État. Le chef de l'État est un homme qui veut la paix. Et le chef de l'État va défendre cette paix si chèrement acquise. On a du mal à comprendre justement, monsieur le ministre, on parle de dialogue inclusif, le chef de l'État n'a eu de cesse d'avoir la main tendue, d'avoir le sens de l'écoute, d'avoir une posture de quête incessable de solutions au profit de ses compatriotes, de ces deux régions, mais plus globalement de l'ensemble du pays. Mais il y en a qui persistent à parler, à rechercher le dialogue. De quel dialogue parle-t-on finalement? Mais je crois que vous savez, le chef de l'État est le président de la République et il a un mandat du peuple. Lors de son discours de fin de l'année, le chef de l'État a parlé du dialogue dans un cadre institutionnel. Je crois qu'il a été très clair. Le dialogue dans un cadre institutionnel. Ça veut dire que nous sommes ouverts au dialogue. Mais quand le Premier ministre était à Bamenda, quand il est allé dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, enfin, bon, il a discuté avec tout le monde. C'est ça le dialogue. Parce que quand le Premier ministre descend sur le terrain, il discute avec les populations, avec les groupes sociaux, avec tout le monde, les syndicats, les enseignants, et puis ils font des rapports. Quand le chef du gouvernement arrive à Yaoundé, il fait une présentation au chef de l'État qui apprécie. Et voilà pourquoi la plupart des revendications des avocats et des enseignants ont été satisfaits. Je dirais même que le chef de l'État est allé au-delà de ce que réclamaient les avocats et les enseignants. Les preuves sont là. Alors c'est ça le dialogue. Mais vous ne pouvez pas me dire, Yves-Marc, qu'un homme qui a tué les gendarmes, poignarder les enfants qui vont à l'école, les terroristes qui ont violé des jeunes filles. Vous allez dans la région du Nord-Ouest, il y a plus de 1500 filles qui sont les grossesses précoces, les filles de 12 à 17 ans. Et ça le travail des terroristes. Dans les deux régions, il y a plus de 1000 filles qui ont été violées. Les terroristes, ils arrivent dans une école, ils vont là où il y a les filles, ils prennent les filles. Ils font même les mariages forcés. Les filles de 15, 18 ans. Vous regardez dans la région du Sud-Ouest aujourd'hui, ils sont... La fourniture de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Les soins de santé, l'éducation, le logement, la protection et la reconstitution de documents individuels. Ces actions sont complétées par des visites d'assistance et de réconfort aux populations réfugiées au Nigeria. Un accent sera mis sur la réhabilitation des infrastructures sanitaires détruites, abandonnées ou fermées. Pour favoriser la reprise des activités agro-pastorales, le gouvernement prévoit de fournir des intrants agricoles. Un volet dédié à l'assistance psychosociale viendra compléter ces mesures matérielles afin de réarmer moralement les victimes. Le plan ainsi décliné va s'exécuter sur 18 mois avec une urgence plus avérée sur les 3 premiers mois suivant son lancement. Ce programme humanitaire d'urgence va nécessiter un financement à hauteur de près de 13 milliards de francs CFA. Le dit financement sera assuré par le budget de l'État à travers 15 administrations, l'appel à la solidarité nationale, entreprises et particuliers et la contribution des partenaires au développement. Il faut dire qu'avant la mise en œuvre de ce plan présidentiel, de nombreuses initiatives avaient déjà été prises, soit par les pouvoirs publics, soit par des particuliers, au nom de la solidarité et de l'hospitalité qui ont toujours caractérisé les populations camerounaises. Le dernier grand exemple en date reste leur élan spontané vis-à-vis de leurs compatriotes et surtout de nos forces de défense et de sécurité au front contre Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Une spontanéité qui donne tout son sens, toute sa pertinence, toute sa profondeur à la célèbre phrase du président Paul Biya, je cite, « Le Cameroun, c'est le Cameroun ».
Retour à vous, Monsieur le ministre, pour la Tangandji. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence a donc été officiellement lancé mercredi dernier par le Premier ministre chef du gouvernement. Et à l'occasion, il a été collecté un peu plus de 230 millions de francs CFA. Comment justifier cet élan de solidarité? Vous savez, c'est un message fort que les Camerounais de tous bords approuvent sans réserve le plan d'urgence décidé par le chef de l'État. Vous savez, le chef de l'État, comme je vous le dis souvent, est la personnalité la plus renseignée du Cameroun. Et quand il met en place un plan d'urgence, ça veut dire qu'il tient compte de toutes les réalités, n'est-ce pas, qui concernent les personnes touchées par le plan d'urgence. Et voilà pourquoi le Premier ministre, qui est chef du gouvernement, devait annoncer ce qui a lieu de fait. Donc, et puis, vous savez, le plan d'urgence a 3 volets. Il y a ce qui est financé. Le budget, c'est 12 milliards 700 millions. Et puis, c'est un budget qui est financé par l'État. Mais de l'autre côté, nous avons des partenaires qui fonctionnent avec nous. Précisément, on a vu des représentants des pays amis, des chefs de mission diplomatiques. Qu'est-ce qu'il faut voir à travers leur présence à cette cérémonie? Le monde est devenu un village planétaire. Donc, nous travaillons avec nos partenaires stratégiques. C'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, l'Union européenne, et les pays africains et d'autres. Donc, ils étaient là, n'est-ce pas, parce qu'ils sont concernés par le plan d'urgence. Il y a un volet national, il y a un volet international. Et puis, les Camerounais ont voulu apporter leur appui, comme ils ont fait en son temps pour les exactions, contre les exactions de Boko Haram. Vous savez, quand nous avons été frappés par les actes terroristes de Boko Haram, le chef de l'État a dit « je déclare la guerre à Boko Haram » et que Boko Haram sera éradiqué. Alors les Camerounais, pour apporter leur soutien à ce combat contre cet ennemi, sont entrés dans la danse et ils ont cotisé dans les 10 régions. Vous allez à l'extrême nord aujourd'hui, vous allez voir, les écoles ont été reconstruites, les bâtiments publics reconstruits, réfectionnés, et ainsi de suite. Donc voilà, donc à chaque fois quand le chef de l'État met en place un plan de solidarité, les Camerounais se sentent concernés parce que c'est un plan cohérent. C'est un plan qui se justifie pleinement. C'est le meilleur message possible. Et le deuxième, il faudrait le dire, le chef de l'État, il sait que le Cameroun est un pays crédible. Et puis il y a les partenaires au développement qui vont nous appuyer. Mais l'aide qui vient de nos amis ne doit en aucun cas remplacer les efforts que nous devons fournir nous-mêmes pour régler le problème. Voilà pourquoi le chef de l'État demande au Premier ministre, mets-moi en place ce plan d'action, il faut dérouler le tapis, il faut aller sur le terrain, il faut exécuter le plan d'action. Il y a comme une guerre de chiffres autour du nombre de couches de la population concernée par ce plan d'assistance humanitaire d'urgence. Combien y a-t-il de personnes déplacées ou réfugiées du fait de cette crise qu'on observe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Les chiffres qu'il faut retenir, c'est les chiffres donnés par le Premier ministre. C'est-à-dire environ 60 000 dans le sud-ouest et 8 000 dans le nord-ouest et 25 000 réfugiés au Niger, à peu près 23-25 000 francs. Voilà. Donc quand on parlait de 300 000 vous savez, réfugiés... je vous dis une fois de plus, le plan d'assistance humanitaire d'urgence est contenu dans un document que voici. Et c'est un plan qui a été bien étudié. Et le chef de l'État a eu des informations qui concernent la situation sur le terrain. Le chef de l'État a envoyé plusieurs missions, les autorités administratives ont fait des rapports. Et sur la base des rapports des autorités administratives et des missions indépendantes envoyées par le chef de l'État a donc élaboré un plan d'action que voici. Alors, les chiffres qui sont dans ce plan d'action sont des chiffres exacts. Et nous devons, n'est-ce pas, faire confiance, n'est-ce pas, à cette présentation faite par le premier chef du gouvernement. Vous êtes le président du comité ad hoc, oui, en charge donc du suivi de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, qui a été déjà officiellement lancé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Quel est le chronogramme? Alors, il y a le chronogramme d'action, c'est-à-dire, dès que le chef de l'État demande au premier chef du gouvernement de présenter le plan d'action, il entre en exécution immédiatement. Il n'y a pas de temps à perdre. Ça veut dire que dans les prochains jours, nous serons sur le terrain pour exécuter le plan d'action, du moins le début. Parce qu'il est question de rencontrer les populations et leur apporter cette assistance matérielle, financière et logistique. Alors, nous serons sur le terrain. Et je peux vous dire déjà que vous regardez depuis un certain temps,
Le chef de l'État avait déjà donné des instructions. Vous avez eu il n'y a pas longtemps, le bataillon d'intervention rapide était sur le terrain. N'est-ce pas, pour construire des maisons? Mener des actions civiles ou militaires. Tout à fait. Donc il y a des populations qui ont bénéficié. On a construit des maisons, on a refait des maisons. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le bilan a même dispensé les cours dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Ça veut dire que nous avons une armée républicaine où la police a apporté il n'y a pas longtemps l'assistance à des personnes qui étaient en détresse, qui étaient en train de fuir du fait des exactions des terroristes. Il n'y a pas longtemps, la gendarmerie est entrée dans la danse pour prendre des citoyens en détresse qui ont été amenés dans le camp de la gendarmerie. La gendarmerie a préparé la nourriture, la gendarmerie a acheté des médicaments pour leur donner. Donc on voit à peu près que nos forces de défense sur le terrain sont professionnelles. Et c'est ça les instructions du chef de l'État. Mais comment ce plan va se déployer? Comment les acteurs de ce plan vont se déployer sur le terrain dans un climat de relative insécurité, monsieur le ministre? Je crois que là, vous exagérez. Vous avez... Bon, bien évidemment, il y a les poches de résistance. Quelle est la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest aujourd'hui? Je crois que la situation... Je l'indiquais en titre, nous accueillons dans le cadre de cette édition de Présidence Actu le ministre Paul Atangandji, ministre en charge de l'administration territoriale, depuis le 2 mars dernier, à la faveur d'un décret signé par le président de la République. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Yves-Mac. Nous sommes très heureux de vous avoir dans le cadre de cette édition de Présidence Actu. C'est le lancement officiel du plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président de la République qui nous sert de prétexte pour venir à votre rencontre. Mais au-delà de ce plan d'assistance humanitaire d'urgence, nous allons plus globalement évoquer l'actualité au sein de votre département ministériel depuis que vous êtes à sa tête et d'autres questions liées à la situation sociopolitique dans notre pays. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par une question d'actualité. Vous revenez d'une conférence internationale qui s'est tenue en Israël, une conférence internationale qui portait sur le terrorisme. Qu'est-ce que vous nous avez ramené de cette conférence, monsieur le ministre? Je vous remercie de mettre l'accent sur cette question. Il s'agit d'une conférence internationale tenue à Jérusalem du 12 au 14 juin, axée sur le terrorisme. Et ce qui est important, c'est que lorsque les débats ont été ouverts, tous les participants ont été unanimes qu'il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Vous savez, le terrorisme, c'est une nébuleuse qui a beaucoup de ramifications. Et ce que j'ai encore trouvé intéressant, c'est que les participants sont revenus régulièrement à une déclaration historique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il disait devant les diplomates à Yaoundé que le terrorisme est une menace globale. Et à menace globale, il faut une riposte globale. La secrétaire américaine chargée de Homeland Affairs, de l'Intérieur, a même dit qu'on ne peut pas combattre le terrorisme de manière isolée. Elle a dit qu'il faut une synergie entre les États pour combattre le terrorisme et neutraliser les sponsors du terrorisme. Et dans la déclaration finale, les participants sont allés loin, c'est-à-dire l'Amérique, l'Allemagne, l'Union européenne, plusieurs pays. Il a été clairement stipulé que rien ne peut justifier les actes de terrorisme et qu'il faut combattre le terrorisme sur toutes ses formes. Et puis, ils ont parlé de l'incitation à la haine, l'incitation aux actes de terrorisme dans la déclaration finale, et puis le terrorisme dans les réseaux sociaux. Ils ont même, les participants ont constaté avec regret et amertume que malheureusement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, n'est-ce pas, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire c'est une boutique, n'est-ce pas, un laboratoire par excellence, où les actes terroristes sont planifiés et mis en exécution, où on recrute même les terroristes. Donc, je crois que c'était une conférence vraiment très importante, et j'y suis allé sur des très hautes instructions du chef de l'État, qu'il a pensé que le ministre de l'Administration intérieure devait participer à cette conférence pour amener quelque chose. Donc, pour me résumer, c'est le monde entier qui condamne le terrorisme. Et c'est ça la déclaration finale de cette conférence internationale tenue à Jérusalem. Revenons au Cameroun, monsieur le ministre. Revenons précisément à vous. Vous êtes originaire de la région du Nord-Ouest.
du département de la Mézam. Le discours ambiant tente à présenter les originaires des régions du nord-ouest et du sud-ouest comme des personnes, des citoyens camerounais marginalisés. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que cette prétendue marginalisation des anglophones est une thèse abracadabrantesque. Donc elle est boiteuse. Elle ne tient sur rien du tout. Vous savez, si vous avez le temps de consulter les journaux, ce n'est pas la première fois que des groupuscules se lèvent pour dire que les anglophones sont marginalisés, ils sont maltraités au Cameroun. Mais ma réplique a été toujours la même. Moi, je leur ai dit, statistiques à l'appui, d'abord, je l'ai dit il y a 25 ans, parce que les gens ont tendance à penser que ces agitations ont commencé aujourd'hui. Non, je peux dire qu'en 1993, le chef d'État a reçu le 30 septembre 1993 une délégation de la région du Nord-Ouest qui venait dire au chef de l'État que les anglophones n'ont mandaté personne pour revendiquer leurs droits, à quelque niveau que ce soit. Que le Cameroun est un pays uni, un et indivisible. Et que les anglophones, je peux même dire, le mot anglophone, je ne l'aime pas, parce qu'il s'agit des Camerounais qui s'expriment en anglais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion, on parle anglophone. Non, je crois que sincèrement, mais on s'exprime en anglais. Mais il ne faut pas forcément être de la région du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest pour être anglophone. C'est ça le débat aujourd'hui. Donc j'ai toujours dit que le chef de l'État a donné aux anglophones un traitement préférentiel depuis 1982. Donc nous avons eu beaucoup de postes de responsabilité, 25 ans de primature, ainsi de suite. Donc nous avons énuméré. Donc déjà en 1993, et si vous allez dans les archives de Cameroun Tribune, vous allez voir ce que j'avais déclaré, que les anglophones doivent plutôt dire merci au chef de l'État pour tout ce qu'il nous a donné. Et vous êtes d'ailleurs revenu à la charge 10 années plus tard, en 2003. En 2003, exactement. Alors, en 2003, j'avais carrément, c'était le titre de Cameroun Tribune. Au Cameroun, les anglophones ne sont pas marginalisés par la Tanganjipol. Mais qu'est-ce que je prends la peine d'expliquer aux gens? Vous ne pouvez pas parler de marginalisation dans un contexte où vous contrôlez plus de 40% des postes dans l'administration centrale. Alors, je leur ai dit. Et puis, à chaque fois que les hommes honnêtes lisent mes publications, ils reviennent vers moi pour dire, vraiment, on n'était pas au courant, bon, les gens veulent nous induire en erreur. Non, je leur dis non. Et je leur ai toujours dit, l'histoire est têtue. Le chef de l'État arrive au pouvoir en 1982. Sa première visite officielle était à Bamenda en 1983. Le 9 février 1983, le chef de l'État était à Bamenda et il s'est exprimé en anglais. Et c'était déjà un message fort pour reconnaître les deux langues officielles du Cameroun. Et le chef de l'État dit, Bamenda is my second home. On a même introduit le chef de l'État, le phone des phones. Nous étions en 1983. En 1984, le chef de l'État est revenu à Bamenda. Le 27 octobre pour le comice agropastoral. En 1985, le chef de l'État est venu à Bamenda pour la création, enfin pour le congrès de l'UNC qui donnait naissance sur le RDPC. Le RDPC. Alors vous voyez donc, en 1983, le chef de l'État est à Bamenda. En 1984, le chef de l'État est à Bamenda. En 1985, le chef de l'État est à Bamenda. Et je dirais même que lors de la célébration du cinquantenaire de l'armée, le chef de l'État a amené cette célébration importante à Bamenda. Ça voudrait tout simplement dire, à chaque fois quand il y a un agenda politique important, le chef de l'État choisit soit la région du Nord-Ouest, soit la région du Sud-Ouest. Vous savez le débat autour des célébrations des cinquantenaires de la réunification. Bon, il y a un courant de pensée qui disait que les accords de Fumban étaient à Fumban, 1960, que c'était logiquement normal d'aller célébrer à Fumban. Mais le chef de l'État, dans un discours officiel, a dit que la réunification, les cinquantenaires de la réunification, sera célébrée à Boya. Il est allé à Boya. Donc, vous savez, donc je peux même dire que, vous savez, le chef de l'État, dès 1982, a signé un contrat social avec les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous avez commencé par indiquer quelques statistiques. Oui. On voudrait aller plus loin. Que représente la population des ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dans l'administration et quel est le pourcentage en termes de postes de responsabilité que ces compatriotes occupent? En train de recruter les enfants de 12 ans qui sont drogués pour des atrocités. Alors, vous ne pouvez pas demander un état de dialogue avec ceux-là. Ce n'est pas possible.
Et puis, cette confusion, les gens veulent mettre, n'est-ce pas, mais ça, un gouvernement responsable au même pied d'égalité que des terroristes. Non. Ça, il faut le dire clairement. Le chef de l'État a parlé du dialogue dans un cadre institutionnel. Et ça veut dire que moi, je reçois les bonnes volontés qui viennent me voir. Et vous arrivez de le faire? Régulièrement. Il y a des sessionnistes, il y a un qui était chez moi il n'y a pas longtemps. On lui a dit qu'il y avait, s'il arrivait au ministère de l'administration territoriale, il serait interpellé. Et j'ai demandé qu'il vienne. Il est venu, je l'ai reçu, il a discuté avec moi. Et quand il est parti de mon bureau, depuis 2 mois, il travaille en étroite collaboration avec le gouvernement. Donc le message est clair. Donc, il y a un plan d'urgence humanitaire approuvé. Nous demandons à ceux qui sont encore dans les brousses, parce que c'est une minorité, de déposer des armes. Et je profite de cette émission pour envoyer encore ce message. Pour posséder une arme au Cameroun, il faut une autorisation d'achat d'armes et une autorisation de port d'armes. Mais si vous avez une arme sans autorisation, mais vous êtes un bandit de grand chemin. Et voilà pourquoi nous avons demandé aux gens de remettre les armes aux autorités administratives. Et aujourd'hui, le bilan est éloquent. Nous avons récupéré près de 17 000 armes et des munitions. Parce que nous leur avons dit, celui qui n'a pas d'autorisation doit déposer chez le préfet, chez le sous-préfet, chez le gouverneur, à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police. Et les citoyens de bonne volonté sont en train de le faire parce qu'il faut. Nous sommes dans le processus d'identification. Maintenant, ceux qui ne vont pas déposer les armes, vous leur accordez quel délai et qu'est-ce qui est susceptible? De toute façon, ceux qui ne vont pas déposer des armes, c'est dans un délai de 30 jours. Parce qu'il y aura un contrôle rigoureux. Il y aura les fouilles de maison. Si vous êtes interpellé, vous serez considéré comme un bandit de grand chemin et traité comme tel. Ça veut dire que vous êtes interpellé et on vous remet à la justice. Après exploitation, on vous remet à la justice. Le Cameroun est un état de droit. La justice va s'en occuper. Voilà. Monsieur le ministre, il faut que le message soit clair. On va observer notre seconde halte pour revenir justement sur la batterie de mesures prises par le chef de l'État et le gouvernement en rapport avec cette crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il faut remonter au mois d'octobre 2016 pour situer les origines de la situation qui depuis lors perturbe l'activité socio-économique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce mois-là, en effet, certains avocats anglophones exerçant dans le ressort des cours d'appel de ces 2 régions entreprennent de battre le pavé pour exprimer des revendications liées à l'administration de la justice dans notre pays. Celle-ci porte principalement sur l'inexistence de la version anglaise du droit OHADA. Le 28 novembre 2016, soit 1 mois plus tard, le secrétaire permanent de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, le professeur Dorothée Kossi-Sosa, est reçu au Palais de l'Unité au nom du chef de l'État par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo. Au cours de cette audience, des exemplaires de la version anglaise du traité OHADA sont officiellement remis aux autorités camerounaises. J'ai rendu compte donc aux représentants du chef de l'État de ce que l'OHADA a fait le nécessaire pour que tous les actes que nous prenons, qui sont quand même des actes très importants, puisque c'est ça qui régit le monde des affaires, toutes les activités économiques, sont bien disponibles en langue anglaise. Et je viens donc de remettre la version anglaise de ces actes au secrétaire général de la présidence de la République, à la haute attention du chef de l'État. Alors qu'on croit satisfaite la principale doléance de ces hommes en robe, qui entre-temps sont entrés en grève, d'autres revendications verront le jour. C'est alors que sur instruction du président de la République, un comité ad hoc présidé par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean-Pierre Fogui, est mis en place à l'effet d'examiner et de proposer des solutions aux problèmes soulevés. Après une série de concertations tenues courant décembre 2016, le dit comité remet sa copie au Premier ministre, chef du gouvernement. Déterminé à apporter des réponses plus globales aux problèmes soulevés par ses avocats, le chef de l'État va par ailleurs instruire la mise en place d'un groupe de travail chapeauté par le ministre d'État, ministre de la Justice Laurent Esso, et comprenant, entre autres, les ministres de l'enseignement supérieur, de la fonction publique et des finances, ainsi que le directeur général de l'École nationale
d'administration et de magistrature. Le mandat assigné à ce groupe de travail est clair. Suggérer toutes les mesures pouvant permettre une meilleure administration de la justice dans notre pays de façon globale et plus spécifiquement dans les régions où les principes de la common law sont appliqués. Élaborer et de lui soumettre un projet de loi modifiant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême pour y intégrer la section de la common law. Par ailleurs, le président de la République a instruit d'un recensement des magistrats d'expression anglaise en vue d'augmenter les effectifs des magistrats anglophones au sein de la haute juridiction. Le président de la République a ordonné une nouvelle évaluation sur la maîtrise de la common law par les magistrats en service dans les cours d'appel du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et du droit romano-germanique dans les ressorts des autres cours d'appel. Sur la base de cette seconde évaluation, le président de la République procédera au redéploiement des magistrats en tenant compte de leur maîtrise de la langue officielle la plus usitée. La création d'une faculté de sciences juridiques et politiques à l'université de Buea, la création des départements de English Law dans les universités de Douala, Maroua, Ngaoundéré et Tian, la création d'une section de la Common Law à l'ENAM, le chef de l'État a prescrit d'organiser un recrutement spécial des auditeurs de justice et élèves greffiers anglophones sur une période de 4 ans après évaluation des besoins en ressources humaines dans les juridictions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La même attention du chef de l'État sera accordée aux doléances des enseignants qui, entre-temps, sont eux aussi entrés en grève. Diverses concertations entre gouvernement et syndicats des enseignants sont organisées à Yaoundé et Bamenda sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement. Des concertations qui vont amener les pouvoirs publics à accéder à la quasi-totalité des revendications exprimées par les grévistes. Parallèlement à cela, le président Biya ordonne la dotation d'une enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour renforcer le système éducatif anglophone, un recrutement spécial de 1000 jeunes enseignants dotés d'une parfaite maîtrise de la langue anglaise et l'affectation dans les établissements anglophones d'enseignants dont la première langue est l'anglais, en veillant toutefois au respect des principes de l'intégration nationale. S'adressant à la nation le 31 décembre 2016, le président de la République va réitérer sa disponibilité à rester à l'écoute de ses compatriotes et sa volonté à aller plus loin pour consolider notre vivre ensemble. Que l'on se comprenne bien, il n'est pas interdit d'exprimer des préoccupations dans la République. En revanche, rien de grand ne peut se construire dans la surenchère verbale, la violence de rue et le défi à l'autorité. Seul le dialogue serein permet de trouver et d'apporter des solutions durables. Je voudrais dire sincèrement, vous regardez les populations du Nord et du Sud-Ouest, dans l'ensemble de notre population, ça représente 15 à 16%. C'est ça la population. Et le Nord-Ouest et le Sud-Est géographiquement couvrent 6,5% du territoire national. C'est ça la réalité. Alors, le poids politique également des deux régions, c'est entre 16 et 19% maximum. Vous prenez les résultats de toutes les consultations électorales. Mais le paradoxe est que quand vous regardez les postes de responsabilité, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest réunis ont toujours occupé entre 38 à 40% de tous les postes de responsabilité. C'est les statistiques qui sont officielles. Vous pouvez les consulter. Alors donc, si vous dites par exemple que les anglophones sont marginalisés parce qu'ils ne sont pas nommés, vous êtes en train de mentir. Vous êtes en train de tromper les gens. C'est ça la réalité, c'est ce que je leur dis. Et puis, c'est ça, les statistiques sont là. Et puis, bon, moi je dis, vous regardez, je vous donnerai d'autres circonstances. Il y a au Cameroun, vous savez, depuis 1982, il y a eu 4 banques privées au Cameroun. 4 banques. Et toutes les banques commerciales doivent avoir le visa de la présidence de la République. Alors, le paradoxe est que sur les 4 banques privées au Cameroun, depuis 1982, il n'y a qu'une seule banque qui appartient à un Camerounais d'origine francophone, la CCI. La CCI, qui est Afriland, de Dr Fokam Kamoni. Moi, modestement, je suis le fondateur, de la Highland Corporation Bank. C'est une banque agréée et admise en compensation à la Banque centrale. Je suis originaire de Bamenda. Amity Bank a été créé par Tacha Lawrence. Il est originaire du département du Kumbo.
Aujourd'hui, c'est Atlantic Bank. La National Financial Credit a été créée par M. Awanga, qui est originaire du département de Momo. Donc, dans un contexte où il n'y a que 4 banques privées, depuis l'indépendance, il y a 3 banques qui appartiennent aux anglophones, aux promoteurs anglophones. Ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur, vous avez la possibilité de vous exercer au Cameroun. Il est important de savoir que vous ne pouvez pas parler de marginalisation alors que les faveurs, pour créer une banque commerciale, vous pouvez même avoir le capital social, mais on ne vous donne pas l'agrément. Et les agréments sont validés par la présidence de la République. Donc voilà autant de preuves pour dire qu'effectivement, le chef de l'État a donné aux anglophones plus qu'il en fallait. C'est ça la réalité aujourd'hui. Venons-en, monsieur le ministre Paul Atangandji, à ce plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le président de la République, le président Biya. Comment l'avez-vous accueilli? Vous savez, le plan d'urgence, le plan d'assistance humanitaire d'urgence, c'est un plan formidable. En quoi? C'est-à-dire, c'est une réponse aux défis sécuritaires dans les régions du Nord et du Sud-Ouest. Et c'est un plan bien étudié. Il a été présenté au public par le premier ministre chef du gouvernement et il a défini les axes majeurs. Assistance aux personnes en détresse, donc assistance matérielle, financière, sanitaire, la reconstruction des biens détruits par les terroristes et puis l'aide aux agriculteurs. Voilà les grands axes. Et il y a 17 ministères qui sont concernés par l'exécution du plan. Donc, vous savez, c'est une fois de plus. Et puis, il faudrait savoir que c'est un plan qui vient comme les autres plans et que le chef de l'État a mis en place à chaque fois qu'il y avait des défis sécuritaires ou humanitaires qui concernaient notre pays. Il a fait dans les régions... de l'extrême nord, vous savez, oui, exactement. Mais l'assistance, la catastrophe de Sam, le chef de l'État, il est rentré d'un voyage officiel, il allait directement ensemble pour regarder ce qui se passait. Il a apporté, n'est-ce pas, le soutien aux personnes en détresse. Il a fait à Boya. À Boya, exactement. Du Mont Cameroun. À Guirvidic, lors des inondations, à chaque fois que les Camerounais étaient confrontés à des catastrophes ou à des misères, parce qu'il faut le dire, les terroristes nous ont plongés dans cette situation. Donc le chef de l'État a demandé qu'on fasse, n'est-ce pas, le point de la situation. Et sur la base de ce plan qui a été remis au chef de l'État, lui-même a décidé de mettre sur pied ce plan d'action urgent et puis, bon, qui va pratiquement se dérouler dans les jours à venir. Vous allez nous dérouler précisément le chronogramme dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur la communication spéciale du Premier ministre chef du gouvernement mercredi dernier lors de la présentation de ce plan humanitaire d'urgence décidé par le président de la République. C'est avec Jean-Pierre Ndjana. Au commencement étaient les revendications des enseignants et des avocats du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans sa posture de père de la nation à l'écoute de tous ses enfants, le chef de l'État a jugé ces revendications pertinentes pour la plupart et instruit que des réponses probantes y soient apportées. Pendant que les pouvoirs publics s'attelaient à mettre en œuvre les instructions présidentielles, des extrémistes de la diaspora et leurs relais internes ont au fait de substituer aux revendications corporatistes un projet sécessionniste. En plus des appels à la violence et à la haine, ces extrémistes sont passés aux actes en perpétrant de nombreux crimes et exactions dans cette partie du pays. On a ainsi pu recenser des attaques contre des établissements scolaires, des édifices administratifs et de sécurité, des voies de communication. Plus grave et plus audacieuse encore, il y a eu de nombreuses atteintes à la vie des éléments de nos forces de défense et de sécurité. Au 11 juin 2018, nous avons enregistré 123 attaques contre les forces de sécurité ayant entraîné 84 décès, dont 32 militaires, 42 gendarmes, 7 fonctionnaires de police, des personnels de l'administration pénitentiaire et un éco-garde. Ce bilan a d'ailleurs été revu à la hausse le jour même du lancement du plan présidentiel d'assistance humanitaire d'urgence. La folie meurtrière de ce qui est convenu d'appeler les terroristes n'a pas épargné les autorités administratives et traditionnelles. Première victime, le sous-préfet de Batibo dans le nord-ouest, enlevé et assassiné le 11 février 2018.
Pour ce qui est des populations civiles, le bilan est tout aussi lourd, avec au compteur plus d'une centaine de civils tués par ces bandes armées. Pour financer leurs activités terroristes, les groupes criminels pillent et rackettent les populations. Elles subissent également des représailles qui se traduisent par des viols, des unions forcées de jeunes filles avec les terroristes, des assassinats à l'instar de celui du couple Mouzam le 16 juin 2018 dans l'arrondissement de Batibo, dans le département de la Momo. Au cours des 12 derniers mois, plus d'une centaine de civils ont été tués par les bandes armées. Face à cette psychose, les populations n'ont pas eu d'autre choix que de fuir leur village pour trouver refuge, soit dans d'autres régions du Cameroun, soit au Nigeria voisin. Le décompte fait ainsi état de 75 000 personnes déplacées internes, majoritairement dans le sud-ouest, et plus de 21 000 réfugiés dans les États nigérians de Benue, Akwa Ibom, Taraba et Cross River. Devant ce drame enduré par les populations, l'État n'a pas voulu rester les bras croisés. Aussi, le président Paul Biya a-t-il décidé de la mise en place d'un plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur de ses compatriotes. En gros, il s'agit de rétablir un cadre de vie sécurisé et propice à l'épanouissement de ces populations si durement éprouvées. Et dans le détail, l'action du gouvernement va se déployer dans les domaines suivants. L'accès au logement,